Tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit pour discuter d'un article scientifique qui est sorti et a été publié en 2020 dans la revue francophone de recherche en ergothérapie qui traite de la satisfaction et de l'insatisfaction des ergothérapeutes au travail sous forme d'une revue de portée. Donc les auteurs de cet article sont Marie-Ève Bossé, Chloé Boulet, Ariane Bureau, Émilie Lemelin-Noël et Andrew Freeman, qui sont des ergothérapeutes et des chercheurs de l'Université de Laval. L'objectif de cet article, c'est de documenter les facteurs associés à la satisfaction et à l'insatisfaction des ergothérapeutes au travail, qui est un sujet qui est vraiment très peu abordé dans la littérature, et notamment dans la littérature française, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de données scientifiques à ce sujet. Donc voilà comment se présente l'article quand vous tombez dessus. Donc en quoi on peut savoir que c'est un article scientifique? Bon, déjà, ça a écrit article de recherche, très gros indice. Ensuite, dans le titre, c'est vrai que ça inclut revue de portée, qui est une méthodologie de recherche scientifique. Ensuite, on peut voir au niveau des auteurs qui sont rattachés à une université, dont une personne détentrice d'un doctorat, ce qui donne un bon indice sur la fiabilité de l'article. Il a été publié dans une revue de recherche dédiée à l'ergothérapie. Et enfin, on voit qu'il suit la méthode IMRAD. Donc tout ça, ça nous donne des bonnes indications sur le fait que c'est un article scientifique fiable. La satisfaction au travail, c'est un élément essentiel en fait pour permettre le maintien des professionnels en poste sur du long terme. Les enjeux de santé publique actuels, notamment en lien avec le vieillissement de la population, comme vous le savez tous, font que cette réflexion elle est vraiment primordiale pour assurer un suivi optimal et une continuité dans la qualité des soins. Aujourd'hui, il est également noté dans plusieurs secteurs de santé que les professionnels changent beaucoup. Il y a des roulements en fait dans les postes qui sont assez importants et il est souvent noté, alors ça pareil, des enquêtes seraient intéressantes à mener un petit peu plus précisément, mais qu'il y a des roulements quand même qui sont de l'ordre de 2 à 3 ans, donc c'est un maintien quand même sur une durée qui est relativement courte, qui ne permet pas forcément un suivi et une mise en place de projets, de pratiques, voilà, sur un terme qui va permettre d'assurer cette qualité de soins, ou du moins qu'il faudrait réinventer l'organisation des services pour permettre cette qualité de soins avec cette problématique de roulement du personnel. Mais ça, c'est une autre histoire. Les problématiques aussi actuelles, c'est que les roulements de personnel sont souvent liés à un épuisement, qui peut être très en lien avec le burn-out, hein, épuisement professionnel, burn-out. Donc pareil, un autre enjeu de santé publique et pour nos services de santé. Du coup, même s'il est noté en fait une hausse des besoins en acteurs de santé et notamment en ergothérapie aujourd'hui, ces situations de roulement, on n'y trouve pas forcément de solution. On ne trouve pas forcément de solution de maintien et aujourd'hui on note même des problématiques d'engagement en fait. Alors des professionnels sur du long terme avec des reconversions qui arrivent de plus en plus tôt, ça c'est documenté dans le milieu infirmier, entre 7 et 10 ans pour les reconversions des infirmières et infirmiers. Et aussi également un manque d'engagement dans les études, dans la formation initiale. Il y a certaines écoles qui n'arrivent pas à remplir forcément facilement leur quota. En ergothérapie, ça se note un petit peu également. Pareil, peu documenté, mais dans les échos qu'on a parfois des inscriptions, on note parfois des diminutions en fait, d'engagement dans ces filières. À voir comment ça évolue au fil du temps, mais il serait vraiment intéressant d'aller enquêter et voilà, d'avoir des chiffres un peu plus précis sur cet engagement en formation initiale. Aujourd'hui, du coup, on peut noter à la fois un impact sur le maintien, sur l'engagement, et sur le maintien dans les services, hein, pardon, et sur le maintien sur du long terme dans la profession, et sur l'engagement des jeunes. Et c'est des questions auxquelles on a évidemment besoin de répondre, sur lesquelles on a évidemment besoin d'avoir des éléments de compréhension pour justement permettre une qualité de soins et un apport de soins conséquent pour la population. Dans beaucoup comme pour beaucoup de concepts, les écrits aujourd'hui dans la littérature, ils s'entendent pas tous sur ce qui est vraiment la définition de la satisfaction au travail. Dans cet article-là, il a été retenu la définition de Fernandez Macia et Bustillo Llorente, qui date de 2014 et qui définit la satisfaction au travail comme une évaluation subjective que le travailleur fait de son travail dans sa totalité ou en fonction de ses différents attributs.
En d'autres termes, en gros, c'est une mesure selon laquelle les gens aiment ou pas leur travail. Il existe aujourd'hui, comme je vous le disais, très peu d'études sur la satisfaction des ergothérapeutes au travail et encore moins d'études des facteurs associés à l'insatisfaction au travail. D'autant plus en France. Alors, il y en a quelques-unes, vous voyez, dans cet article-là, c'était beaucoup des études étrangères et anglo-saxonnes. En France, très très peu de ressources à ce sujet-là et il serait vraiment intéressant qu'on commence à aller un peu titiller ces concepts. Dans le cadre de leur réflexion, les autoristes se sont basés sur un cadre théorique qui est en lien avec le modèle Job Demands Resources par Baker et Demerouti qui date de 2007. En gros, c'est un modèle qui va examiner l'équilibre entre les exigences du travail, demands, et les ressources disponibles. Du coup, le fait qu'il puisse avoir un déséquilibre entre ces deux facteurs peut générer de la contrainte importante et donc de l'insatisfaction majeure, ou au contraire créer de la motivation selon les dynamiques entre ces différents facteurs. Et aussi en fonction des exigences structurelles de l'organisation des services. C'est un modèle qui est schématisé là juste sur votre diapo, qui prend en compte de nombreux items comme les exigences mentales, émotionnelles, physiques, qu'est-ce qui peut être du support, de l'autonomie, de la créativité, de la liberté, etc. La méthodologie qui a été choisie dans le cadre de cet article, c'est la revue de portée. En gros, la revue de portée, elle fait état des connaissances sur un sujet de recherche. Elle vise à dresser un inventaire structuré et analytique des écrits scientifiques sur le sujet choisi. En gros, elle peut même se présenter sous forme de cartes conceptuelles. Souvent, il y a des tableaux. Donc, vous avez vu dans cet article-là, il y a beaucoup de tableaux. Il a l'air un peu long comme ça, mais en fait, il y a énormément de figures. Et tout ça, c'est soutenu par un texte. Elle s'appuie sur une démarche vraiment rigoureuse qui assure entre autres sa reproductibilité. Donc ça, c'est hyper important. La revue de portée en anglais, vous verrez, c'est Scoping Review. C'est, en gros, si on va aller sur des définitions, par exemple, du JBE Scoping Review Methodology Group, ils définissent ça comme un type de synthèse des données probantes qui vise à identifier et à cartographier systématiquement l'étendue des données disponibles sur un sujet, un domaine, un concept ou une question particulière, souvent indépendamment de la source. Par exemple, la recherche primaire, les synthèses, les données non empiriques. Dans ou à travers des contextes particuliers, les études de la portée peuvent clarifier des concepts, définitions clés dans la littérature et identifier les caractéristiques ou les facteurs clés liés à un concept, y compris ceux liés à la recherche méthodologique. Les objectifs de la revue de portée, on les détaillera un petit peu plus tard. Mais en gros, les objectifs de cette revue de portée, on les identifiera un petit peu plus tard. Mais l'objectif de la revue de portée, c'est identifier les types de données probantes, clarifier les concepts clés de la littérature, identifier et analyser les lacunes dans la connaissance. Cette revue de portée-là, elle s'est basée sur la méthodologie d'Arksey et O'Malley. Donc, je vous ai mis la petite biblio en bas de la diapo, qui elle-même, en fait, est cadrée par de la revue scientifique. Donc ici, les différentes étapes de la revue de portée, donc identifier la question de recherche. Dans le cadre de cet article, c'est les facteurs de satisfaction et d'insatisfaction au travail des ergothérapeutes cliniciens. Donc on exclut les stagiaires, on exclut les formateurs et autres pratiques des ergothérapeutes. Vraiment les ergothérapeutes de terrain cliniciens qui travaillent depuis plus de 6 mois. On identifie les études pertinentes à base de données scientifiques. Donc dans la revue de portée ici, ils sont aussi basés sur la littérature grise, pas uniquement les articles scientifiques, donc aussi les rapports institutionnels, les rapports quels qu'ils soient. Voilà. Sélectionner les études pertinentes, extraire et analyser les données. Juste pour info, du coup, je vous ai parlé d'Arksey O'Malley qui a été utilisé dans cet article, mais en 2010, il y a une autre étude qui est sortie pour proposer quelques changements par rapport à la revue de portée. Donc si jamais c'est une méthodologie qui vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article dont je vous ai mis la biblio sur les changements proposés par la revue de portée. Pour cette revue de portée-là, finalement, il y a 28 articles qui ont été sélectionnés, qui proviennent de 9 pays différents, majoritairement États-Unis et Australie. Les limites de cette revue de portée qu'on reverra aussi après, c'est que les études ne sont pas spécifiques forcément à une patientèle. Donc elles balayent
très large. Il n'y a pas d'études non plus françaises dans cet article-là. Selon les résultats de l'étude, donc 6 grandes thématiques ressortent comme facteurs influençant la satisfaction et l'insatisfaction au travail des ergothérapeutes cliniciens: les conditions de travail, ressources, organisation, opportunités disponibles, les relations organisationnelles, que ce soit avec les collègues ou avec les gestionnaires, donc la direction, enfin voilà, la hiérarchie de manière plus globale, l'autonomie professionnelle, quelle liberté on me laisse, quelle créativité, quelle responsabilité je peux avoir au sein de mon service, donc quelle est ma place, la reconnaissance, donc quelle est ma valorisation au travail, et enfin, en lien avec la clientèle, quelles sont les relations que j'entretiens avec elle, quel impact a ma rééducation, ma réadaptation, enfin voilà, mon travail sur ces personnes-là. Et en termes de caractéristiques personnelles, ça va être notamment plutôt lié au développement professionnel et aux opportunités que m'offre ce poste. Concernant la discussion de cette revue de portée et des forces et des limites qui sont identifiées, on peut notamment premièrement parler des forces. Première revue de portée sur le sujet, inclut différents types d'écrits, donc comme je vous disais, littérature grise et scientifique, et elle offre une perspective large en termes de résultats. Au niveau des limites, il y a des articles qui sont assez vieux, donc antérieurs à 2000. Ça, je vous invite même pour votre propre recherche de mémoire à éviter les articles qui sont trop anciens. Il y a beaucoup de littérature qui est post-2000, donc focalisez-vous plutôt sur celle-là. La plus récente, la mieux. Il y a une diversité des milieux de travail étudiés, donc ça ne nous permet pas forcément de savoir est-ce qu'on les facteurs d'insatisfaction de satisfaction au travail sont les mêmes, qu'on soit dans le public, dans le privé, en EHPAD, à l'hôpital, en libéral, voilà, dans les différents secteurs. Et bien sûr, comme on le répète depuis le début, une absence de résultats spécifiques à la France, qui est quand même un petit peu embêtant pour nous, disons, sachant qu'on exerce dans un contexte français. Donc la revue de portée, elle apporte pas spécifiquement de recommandations, mais elle apporte plutôt des axes de réflexion et quelle implication ça peut avoir pour notre pratique. Donc en gros, cette revue de portée, elle nous invite à réfléchir sur l'ergothérapie et ses pratiques, sur notre identité professionnelle. Ça va vraiment être un article qui va aller questionner ça. Qui on est, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre place dans le milieu de la santé, enfin voilà, ça remet en question ces choses-là. Qu'est-ce qui nous rend heureux quand on travaille? Qu'est-ce qui nous rend malheureux quand on travaille? Comment on peut être des ergothérapeutes joyeux qui auront envie de rester dans cette profession et ou dans nos services? Deuxième point, gestion d'équipe. Donc ça va plutôt concerner aussi le management, les managers et la relation qu'on peut avoir avec nos collègues. Donc vous avez quand même eu pas mal de cours sur tout ce qui va être communication. Donc ça nous invite aussi à réfléchir à nos canaux de communication et à la façon dont on va gérer nos relations humaines. Troisième piste de réflexion, qualité de soins. Vraiment penser à ce que l'impact de notre travail a sur nous aussi peut se refléter sur la qualité de nos soins et ce qu'on va apporter aux patients. Et enfin, quatrième axe et dernier axe de réflexion, ça va être cette fameuse rétention du personnel. Quelle stratégie on peut mettre en place pour maintenir les ergothérapeutes en poste sur du moyen ou du long terme, disons, mais éviter que tout le monde s'en aille à court terme. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour améliorer cette étude, pour aller plus loin? Donc l'approfondir, évidemment. Avoir des études plus spécifiques, comme on disait, peut-être en fonction des milieux, en fonction des contextes nationaux. Qu'est-ce qu'on développe comme stratégie concrète? Est-ce qu'on peut avoir des études là-dessus également, sur des études de stratégie mises en place? Et intéressant de faire un suivi longitudinal, donc un suivi sur plusieurs années. Par exemple, sur un même service, on pourrait voir, je sais pas, sur 10 ans, 20 ans, faire des études sur de très nombreuses années pour voir les stratégies mises en place pour le maintien en poste des professionnels. Quelques réflexions ont émergé de vos lectures, donc je remercie ceux qui ont contribué à ce travail. Il y en a encore beaucoup d'autres qui peuvent émerger. Là, c'est des petites graines et peut-être que ça vous fera écho plus tard, peut-être que voilà. Donc, quelques pistes de réflexion que vous avez soulevées. Quel est le rôle de la formation initiale là-dedans? Hyper intéressant, effectivement, à réfléchir. Quel peut être le rôle de la formation continue aussi? Est-ce qu'on pourrait mesurer vraiment ou étudier un peu plus spécifiquement l'impact sur les patients, l'impact sur les équipes aussi,
Est-ce que, du coup, comme c'était dit avant, dans les pistes d'approfondissement, on ne pourrait pas étudier ça selon les contextes professionnels, comme le libéral, enfin voilà, selon les différents milieux d'exercice? Euh, Quelles actions concrètes on pourrait mettre en place? Quels outils? Comment assurer de la prévention? Comment amener ça aux employeurs? Quel axe de travail on pourrait amener en termes de management? Et enfin, est-ce que c'est des choses qu'on... Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que c'est des choses que les autres professionnels de santé et de la rééducation, réadaptation rencontrent également? C'est vrai que c'est intéressant de se questionner là-dessus, et notamment sur, comme je vous disais, ces problématiques en lien avec l'identité professionnelle. Est-ce que il y a des problématiques similaires parmi les autres professionnels de santé? Voilà. Ça, ce serait à regarder. Il y a sûrement de la littérature à ce sujet-là, mais bon, ça demande un petit peu de temps. En tout cas, voilà. Et évidemment, faire des études francophones et spécifiquement françaises serait vraiment un gros plus pour nous, de nous intéresser vraiment à notre culture du travail, à notre culture de la santé et à notre culture de l'ergothérapie, qui certes est un métier qui va être internationalement reconnu, avec des compétences partagées entre les ergothérapeutes du monde entier, parfois pas toujours les mêmes, selon les lieux d'exercice et de formation, mais en tout cas c'est le même métier global. Mais qu'est-ce qui va différencier, nous, notre culture française, dans ces facteurs de satisfaction, d'insatisfaction et de potentiel épuisement au travail? Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt!